Salut tout le monde, bienvenue au podcast pour la route. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui risque d'en intéresser beaucoup parmi vous. Je compare les différences entre passer l'hiver en VR en Floride par rapport à passer l'hiver en VR au Mexique. On va passer sur une panoplie de sujets, le budget, la facilité, la qualité des routes, sécurité, les activités, bref, comparer tout ça pour vous. Fait que ça vous permettra peut-être de faire un choix mieux éclairé pour les prochains hivers. Si vous êtes des gens qui passez tous vos hivers toujours en Floride, toujours au même endroit, il y a bien d'autres places à découvrir. Il n'y a pas juste la Floride où c'est chaud l'hiver. C'est sûr que si vous voulez faire d'autres coins aux États-Unis, on est un petit peu limité. Souvent, il y a des gens qui vont aller au Texas, des gens qui vont aller en Arizona, des gens qui vont faire la Floride, mais le Mexique reste quand même un immense pays, un gros, gros terrain de jeu à découvrir. Il y a un paquet de choses à faire. Puis oui, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, ça demande un peu plus de planification, mais c'est possible de le faire. Puis honnêtement, là, on a notre voyage n'est pas encore fini au Mexique. On est loin d'avoir fait le tour complet du Mexique, mais quand même, de ce qu'on a pu constater, c'est assurément une option qui est très, très intéressante et qui est non négligeable, surtout pour les gens qui quittent à chaque hiver puis qui recherchent de la chaleur, de la belle température. Fait que c'est ça le sujet du jour. Une fois de plus, le podcast est une présentation de DXM Technologies. DXM Technologies, ben, en fait, c'est la compagnie qui nous fournit tout notre équipement audio, vidéo de haute qualité pour être capable de vous présenter ces épisodes de podcast-là puis nos épisodes à tous les jours. Donc, un gros merci à DXM pour leur support dans nos aventures. Ça a l'air de rien, mais pour nous, c'est pas mal la plus grosse dépense qu'on a. Autre que les dépenses de voyage, les dépenses de caméra, puis tout ça, ça évolue vite. Si on veut se tenir à jour puis avoir une belle qualité d'image, ben c'est clair que DXM nous aide grandement dans ce domaine-là. Ensuite, c'est présenté aussi par Batterie Expert. Batterie Expert, c'est l'endroit idéal pour les gens, les adeptes de VR qui veulent faire du boondocking. Si vous voulez vous faire un petit setup de panneaux solaires, de bonnes batteries, avec un ondulateur pour être capable de faire fonctionner vos appareils en étant vraiment off the grid, que vous ne soyez pas nécessairement toujours enfermé dans des campings collés sur les uns et les autres. Si vous voulez aller un petit peu en dehors des sentiers battus, ben, grâce à Batterie Expert, vous allez pouvoir le faire. Puis bien honnêtement, moi-même, avant même, moi je suis du genre à toujours essayer de faire les trucs par moi-même, puis trouver les rabais sur Internet, puis essayer de trouver des meilleurs prix. Mais honnêtement, au niveau des prix, Batterie Expert sont hyper compétitifs. Souvent, je vois des trucs sur les groupes Facebook, des gens qui partagent des trucs de chez Canadian Tire. Je ne veux pas dénigrer Canadian Tire, mais honnêtement, au niveau des panneaux solaires, c'est vraiment pas l'idéal, pas nécessairement par la qualité, mais par les prix. Ils sont vraiment, vraiment chers. On aurait tendance à croire que justement, vu que c'est un magasin de grande surface, ils vont avoir des prix qui sont moins chers, mais honnêtement, au niveau du rapport nombre de watts versus le prix chez Batterie Expert, on a toujours des très, très bons prix, très compétitifs. J'ai jamais réussi à trouver mieux ailleurs, mais en plus de ça, on a surtout accès à des gens qui connaissent leur affaire parce que honnêtement, c'est très difficile de se retrouver au départ. On ne sait pas trop nécessairement selon nos besoins qu'est-ce qu'on a besoin exactement comme kit. Puis c'est dur à bâtir ça tout seul sans avoir d'expérience, tandis qu'eux autres, ils ont l'expérience, ils connaissent ce que ça vous prend, ils vont vous poser les bonnes questions pour réussir à vous vendre les bonnes choses, puis ils vont vous faire une belle installation de qualité qui ne vous causera pas de problème dans le futur. Fait que idéalement, si vous êtes pour regarder pour ce type d'installation-là, moi je vous recommande Batterie Expert. C'est là que j'ai fait installer pour l'Airstream, que j'ai fait installer aussi pour la Micro Mini pour notre première roulotte. Puis on a toujours eu un service exceptionnel. Le podcast, c'est aussi une présentation de Roulotte Sainte-Anne. Roulotte Sainte-Anne qui est le concessionnaire de Airstream au Québec. Et en passant, Roulotte Sainte-Anne va être présent au Salon du VR de Ottawa qui se déroule le week-end prochain, dans le fond, du 7 au 9 février. Puis sur place, ils vont amener que des Airstream. Fait que si ça vous tente, si vous n'êtes jamais rentré dans une Airstream, si vous êtes curieux de voir de quoi ça a l'air, rendez-vous au Salon du VR d'Ottawa. Vous allez pouvoir visiter les belles Airstream qui vont être présentes sur le plancher. Puis je vous dis, c'est une expérience complètement différente de visiter des Airstream comparé à tous les autres VR. La plupart des autres compagnies de VR, on s'en rend pas compte, là, mais quand on regarde l'organigramme de quelle compagnie possède qui, en bout de ligne, on se rend compte qu'il y a à peu près trois quatre compagnies qui sont propriétaires de toutes les compagnies, dont Airstream fait partie aussi, a été acheté par certains de ces gros regroupements-là. Mais Airstream est pas mal la seule marque qui est restée vraiment à part au niveau, que ce soit juste au niveau du style, mais au niveau de la construction. La construction des Airstream, c'est complètement différent de toutes les autres sortes de roulottes. C'est vraiment quelque chose à voir. Quand on rentre dans une Airstream, c'est comme une expérience vraiment différente. Fait que bref, je vous recommande fortement d'aller, si vous êtes dans la région d'Ottawa, faire un petit tour au Salon du VR.
Le podcast est aussi une présentation de Barbecue Québec. Je ne sais pas si vous avez commencé à remarquer, mais Barbecue Québec est rendu même dans les épiceries. Il n'y a pas juste aux succursales de Barbecue Québec où vous pouvez vous procurer leurs produits. Maintenant, en épicerie, vous pouvez acheter les ailes de poulet, les côtes levées. Ils ont un paquet de produits déjà faits. Puis moi, malheureusement, ben, si j'étais à Québec, c'est clair que je m'en aurais acheté pour le Super Bowl, mais là, j'ai dû les faire par moi-même. Puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai manqué mes ailes de poulet pour le Super Bowl. J'ai vraiment manqué ma shot, au niveau de ma cuisson. Je sais pas si c'est le poulet. Le poulet est différent au Mexique. Il goûte différent. Il y a souvent une texture différente parce qu'il est nourri avec du maïs, je pense. Puis on dirait qu'ils n'ont pas aussi le même souci quand ils le préparent. Comme exemple, mes ailes de poulet, je sais pas pourquoi, mais ils viennent. Tu sais, normalement, nous, on est habitué d'avoir soit des pilons ou soit le morceau d'aile. Mais là, ça vient tout pogné en un morceau avec l'épaule, comme le bras puis l'aile en même temps. Puis là, il faut que je le sépare moi-même. Puis en plus, souvent, ils sont comme mal déplumés. Il reste comme des bouts de plumes à travers. Fait on dirait que moi, je suis un grand carnivore. J'aime beaucoup la viande. Mais quand c'est moi qui dois faire le processing de la viande, on dirait que ça me refroidit un peu. On dirait que j'ai comme plus l'impression que je suis en train de manger un animal. Puis j'aime moins ça. Fait que bref, je sais pas si c'est juste cette perception-là ou vraiment ma cuisson qui était pas bonne. Mais en tout cas, bref, j'ai manqué ma shot pour le Super Bowl. Puis j'ai manqué ma shot doublement parce que c'était bien compliqué vu qu'on est au Mexique, réussir à avoir l'image du Super Bowl. Je pense que ça m'a pris toute la journée à essayer de me loguer avec Fox. J'ai essayé avec un VPN, ça fonctionnait, mais mon Internet était trop slow. J'ai essayé avec RDS, avec le compte de ma mère, ça marchait pas non plus. Bref, j'ai passé la journée à taponner dessus, puis finalement, ben là, à la fin, quand j'avais réussi à trouver la bonne façon, ben l'Internet il a tellement ralenti parce que j'ai l'impression que tout le monde autour s'est mis à regarder le Super Bowl en même temps. Fait que j'ai même pas pu le voir. On a vu comme des bouts pixelisés, puis on a fini par abandonner puis faire d'autres choses. Fait que finalement, mon Super Bowl de cette année, la bouffe était manquée, puis le Super Bowl était manqué. Fait que bref, c'était pas un grand succès. Revenons à notre sujet du jour, la Floride versus le Mexique. J'ai divisé ça comme en plein de catégories pour vraiment faire une comparaison directe avec chacun des points. Puis, si jamais il y a des points que j'ai pas couverts dans ma vidéo, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires si vous avez des questions, puis je pourrais essayer de faire de mon mieux pour y répondre. Puis, en passant, là, pour l'instant, le guide du Mexique n'est pas encore sorti parce qu'on va terminer notre voyage, puis on va attendre d'avoir notre expérience complète avant de faire un guide là-dessus. Mais pour ceux qui ne savent pas, on a créé un guide de voyage sur la Floride, un guide complet pour les gens qui veulent visiter la Floride en VR. Puis ça vous donne tout plein de trucs que je vous dirais. Vous allez rentabiliser votre investissement rapidement en achetant notre guide parce que ça va vous faire sauver énormément au niveau des coûts de camping. Ça va vous faire sauver énormément de temps au niveau de la planification pour trouver qu'est-ce qu'il y a à faire, les beaux endroits où aller, les plus beaux campings justement, puis comment sauver de l'argent sur les campings parce qu'on s'entend que la Floride, c'est un état où tout le monde veut aller en hiver parce que c'est là qu'il fait beau et chaud. Fait que vu que c'est populaire, ben, l'offre et la demande en fait que le coût augmente rapidement. Puis en plus, ben, le taux de change est vraiment pas avantageux en ce moment versus le Canadien versus le US. Donc nous, en tant que petits Canadiens, ça nous coûte assez cher de passer un hiver en Floride. Fait que nous, on a développé, ça fait 3 fois qu'on passe des hivers en Floride, ou du moins qu'on passe en Floride pendant l'hiver. Fait qu'on a trouvé un paquet de trucs pour sauver de l'argent au niveau des campings, trouver des endroits de boondocking, un paquet de trucs comme ça qu'on partage dans notre guide vidéo que je vais faire. Je vais faire un petit spécial, là, vu que c'est la fin de saison. Je vous fais un spécial à 50% de rabais, mais je vous donne jusqu'à la fin de la semaine pour l'utiliser, le code promo. Je vais mettre le code promo là, dans la description de la vidéo avec le lien. Fait que vous allez juste avoir à aller cliquer là-dessus, mettre le code promo, puis vous allez avoir votre rabais de 50%. Comme je vous dis, c'est valide juste pour une semaine à compter de la publication de la vidéo. Fait qu'attendez pas. Après ça, je vais remettre le prix normal, puis ça va rester le même prix tout le temps. Fait que si ça vous intéresse, si vous pensez le planifier pour un hiver prochain, du moins, c'est le moment ou jamais de l'acheter parce qu'il va être moins cher juste cette semaine. Euh, Premier sujet, le prix du gaz aux États-Unis versus le Mexique. Ça, c'est clairement un avantage du côté des États-Unis. Aux États-Unis, là, juste pour vous donner une idée, moi j'ai un réservoir sur mon pick-up de 140 litres. Je suis capable de mettre du gaz full aux États-Unis pour à peu près entre 60 et 75 dollars US. Tandis que ici au Mexique, ça me coûte une fortune. Ben, en fait, je dis une fortune, c'est parce qu'on dirait que je suis plus habitué d'être au prix du Québec, là, mais ça ressemble énormément au prix du Québec. Si on fait la conversion, là, je pense que j'étais à 1,32 ou 1,30. Tu t'en souviens-tu, Val? C'était-tu 1,39 dans la vidéo qu'on avait faite?
Il me semble que c'était 1,32 ou 1,39, quelque chose comme ça, qui était le coût de l'essence par litre. Fait que ça, c'est clair que c'est un gros avantage du côté des États-Unis. Le gaz est beaucoup moins cher aux États-Unis, surtout dans l'État de la Floride, il n'est pas très cher. C'est sûr que si on se dirige un peu plus vers l'ouest, en Californie, là, il est beaucoup plus cher. Ben, quand je dis beaucoup plus cher, il est quand même moins cher qu'au Mexique puis au Québec, mais il est quand même beaucoup plus cher qu'en Floride. Mais c'est certain que de ce côté-là, ça va vous coûter beaucoup plus cher au niveau du gaz au Mexique. Attendez-vous à des prix semblables au Québec, sinon plus cher. Au niveau des... Ah, puis aussi, tant qu'à parler du gaz, une des choses qui est plate que moi je déteste du Mexique, c'est quand on va mettre du gaz, on n'a pas le choix de prendre avec service. Il n'y a jamais de voie où on peut aller mettre notre gaz par nous-mêmes. C'est toujours avec service à 100% du temps. Donc, veut pas, il faut prévoir qu'il va falloir leur donner du pourboire, ça c'est certain. Puis en même temps, ben, il faut toujours les surveiller. C'est clair que c'est reconnu au Mexique, les fraudes de poste à essence. Fait qu'il faut toujours vérifier, s'assurer qu'ils ont vraiment mis la pompe à zéro puis qu'ils n'ont pas fait une twist pour essayer de nous charger plus cher. Fait que bref, ça, c'est un côté qui est un petit peu plate au Mexique. À date, honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé là, que quelqu'un a essayé de me frauder, mais il y a plein d'histoires là-dessus. Fait que ça fait comme juste que, on dirait qu'à chaque fois que je vais mettre du gaz, c'est comme un petit stress de plus que j'aime pas me mettre. Puis on dirait que moi, j'aime bien les pompes américaines qu'on met la clenche, qu'on fait ça, puis après ça, on rentre dans le char où on peut laver nos fenêtres en attendant. Moi, j'aime ça m'occuper de mes propres affaires, fait que ça, c'est beaucoup mieux. Puis j'aime tellement mieux ça que ça m'est déjà arrivé une fois au Mexique que le gars, il a arrêté de mettre du gaz parce qu'il pensait que c'était full, mais en réalité, c'était pas full pantoute. Puis moi, ben, vu que j'avais pas pris le temps de... J'avais pas été attentif à regarder si vraiment mon réservoir était plein, ben là, je suis parti, je pensais que j'avais un plein, puis finalement, j'étais même pas plein. Fait que, bref, moi, j'aime toujours mieux m'occuper de mes propres affaires. Fait que, au Mexique, ça, c'est un des désavantages au niveau des postes à essence. Deuxième point, les postes de payage, les pay tolls sur la route vers la Floride, vous allez en avoir quelques-uns. C'est sûr qu'il y a certaines routes que vous pouvez prendre pour essayer de les éviter. Au Mexique, vous n'allez pas pouvoir vraiment prendre, ben, en fait, vous allez pouvoir, mais vous ne voudrez pas le faire, prendre des routes non payantes. Premièrement, c'est des routes qui vont vous faire passer dans un paquet de villages avec un paquet de dos down, des speed bumps un peu partout. Fait que vous allez à tout prix éviter de passer dans les villages. Vous allez toujours vouloir prendre les autoroutes payantes. Et quand on appelle ça une autoroute payante, au Mexique, elles sont très, très payantes. Elles sont assez chères. Je vous dirais que depuis le début de notre voyage, on doit être rendu facilement autour de peut-être 250 dollars canadiens à peu près en poste de péage. J'ai pas fait le total là, quand on va être rendu à faire le guide complet du Mexique. Je vais probablement j'ai tout ramassé les factures, mais j'ai pas encore fait le décompte. Mais assurément, il y en a pour très très cher. Même si en Floride, sur la route vers la Floride, on en a quelques-uns. Tu sais, on parle de peut-être un 70-80 dollars pour se rendre en Floride en pétrole si on prend les routes payantes, là. Mais tandis qu'au Mexique, là, on parle vraiment quasiment du double, du triple. C'est pas rare qu'on pogne des postes de péage que ça coûte 10-20 dollars canadiens. Fait que c'est assez dispendieux. Puis il y en a beaucoup de postes de péage. On dirait qu'on est toujours la main dans notre portefeuille quand on est sur la route. Fait que c'est sûr que c'est un des désavantages. Donc de ce côté-ci, ça va au côté de la Floride aussi. C'est plus avantageux au niveau des postes de péage. Un autre point où la Floride va gagner encore, c'est au niveau de la distance. Le Mexique, c'est clair que, ben, en fait, le pays en tant que tel n'est pas beaucoup plus loin, mais les destinations intéressantes sont assurément beaucoup plus loin que la Floride. Juste si vous pensez vous rendre dans un coin plus touristique comme ici où on est proche de Puerto Vallarta, on parle d'à peu près un 60 heures de route à partir du Québec. C'est presque le double, quasiment le triple de se rendre en Floride. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la distance. Donc, le temps pour se rendre, le coût de l'essence pour se rendre va être plus élevé, ça c'est certain. Fait que de ce côté-ci, c'est un autre plus au niveau de la Floride. Le coût de l'importation de véhicules qui coûte assez cher, ben assez cher. C'est pas si cher que ça, mais c'est clair que c'est un coût supplémentaire. Encore une fois, j'ai pas le chiffre exactement devant moi, mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires sur Facebook vers une vidéo qu'on a fait où on explique tous les coûts là, quand on passe les douanes. Vous allez pouvoir aller voir ça, ça va vous donner tous les détails, mais c'est clair que ça, c'est des coûts qu'on n'a pas aux États-Unis. On n'a pas besoin de faire, en tant que Canadien, on n'a pas besoin de faire un permis d'importation, on n'a pas besoin de payer pour un visa. Nous, c'est comme inclus en tant que Canadien au Mexique, aux États-Unis. Assurance VR et auto. Si vous n'étiez pas au courant, si vous voulez vous rendre au Mexique avec votre VR ou votre véhicule du moins, les assurances du Québec ne nous couvrent pas quand on traverse la frontière du Mexique. Donc, on n'a pas le choix de prendre une autre assurance supplémentaire
pour remplacer notre assurance du Québec pour protéger notre voiture, notre VR, notre véhicule en cas d'accident ou quoi que ce soit. Puis ça rajoute un autre coût supplémentaire. Nous, de notre côté, pour la roulotte et le camion, pour 6 mois, ça a coûté 850 US. Donc, grosso modo, à peu près 1000 à peu près canadiens pour couvrir notre VR et notre auto. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez au Québec faire rembourser parce que votre véhicule va comme être en remisage le temps que vous allez être au Mexique. Donc, vous pouvez vous faire rembourser les prestations d'assurance seulement pour le véhicule avec un moteur. Au niveau de la roulotte, il y a pas de crédit qui est appliqué, mais si vous avez un VR avec un moteur, un motorisé ou un classe B, un classe C, peu importe le type de véhicule que vous avez, lui, vous allez pouvoir le mettre comme remisé au Québec et avoir votre crédit. Là, fait que vous n'allez pas au moins payer en double. Nous, de notre côté, on a notre crédit pour le camion, mais on n'a pas de crédit pour la roulotte. Donc, en bout de ligne, on paye comme une double assurance. On est comme assuré encore au Québec, mais ils ne nous couvrent pas au Mexique. Puis, on a une assurance au Mexique en supplément. Fait que c'est un autre coût supplémentaire de venir au Mexique. Donc, encore une fois, c'est un point qui va aller du côté de la Floride. Au niveau du taux de change, là, ça vire de bord. Là, c'est clairement au Mexique où on est avantagé. Même si les trucs coûtent plus cher en pesos, mais en bout de ligne, notre argent, on peut aller chercher en ce moment là, le taux de change est autour de 14 pesos pour 1 dollar canadien. On est beaucoup plus avantageux là, avec le coût de la vie d'être au Mexique par rapport aux États-Unis. Ça coûte beaucoup moins cher pour tout ce qu'on va acheter ici ou presque. Je vais venir un peu plus dans les détails de coûts Floride versus Mexique là, dans les prochains points, mais c'est clair qu'au niveau du taux de change, ça nous revient moins cher d'être au Mexique. Coût de la bouffe, l'alimentation, les restaurants, l'épicerie, ça c'est clair au Mexique, beaucoup, beaucoup moins cher. Si on va dans un très bon resto au Mexique, des restos qui n'ont rien à envier à ce qu'on va aller manger en Floride ou au Québec, ça va nous coûter grosso modo pour deux, si on prend, mettons, chacun un drink ou une bière ou un verre de vin chacun, un dessert, un repas, mettons, tu sais, un gros repas complet qu'on se gâte, là. Au Mexique, ça va nous coûter environ 40 à 5, mettons 40-45 dollars canadiens. Tandis qu'aux États-Unis, ben, c'est pas rare qu'on va se ramasser avec des factures autour de 60-70 dollars US. Donc, si on fait la conversion, là, on va tomber plus proche quasiment du 80 à 90 dollars canadiens. Fait qu'au niveau puis ça, c'est dans les restos, mais si on parle à l'épicerie aussi, l'épicerie, on va payer beaucoup moins cher, surtout pour les trucs de base, tout ce qui est fruits, légumes, les œufs, la viande. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher. C'est juste si on va vraiment vers des produits plus américanisés qui vont importer des États-Unis, là, on va payer un petit peu plus cher. Je vous dirais que nous, avec notre style d'alimentation à Aval et moi, on se ramasse à ce que ça nous coûte à peu près la même chose que faire l'épicerie au Québec. Parce qu'on paye moins cher pour les trucs de base, mais on paye plus cher pour nos trucs américanisés, on va dire. Fait qu'en bout de ligne, ça nous fait une facture semblable au Québec. Mais si on mangeait vraiment un peu comme des Mexicains, là, qu'on mangeait juste des tortillas, du poulet puis des crevettes, mettons dans le coin ici, vu que c'est ça qui est les ressources principales qui sont proches, c'est clair qu'on s'en sortirait pour vraiment pas cher là, au niveau de la bouffe. Fait qu'il y a moyen de sauver beaucoup d'argent de ce côté-là. Puis c'est clair qu'aux États-Unis, au niveau de l'épicerie, ça coûte à peu près la même chose qu'au Québec, mais en US. Fait que quand on fait notre conversion au niveau du taux de change, c'est clair que ça coûte pas mal plus cher de ce côté-là. Coût des activités, là, il y a une méga différence. Quand on parle de faire une activité intéressante, une visite, c'est bien rare aux États-Unis qu'on va avoir des visites qui vont être en bas de 50 à 100 dollars US là, pour la plupart des activités qu'on pourrait vouloir faire. Des activités, je parle, mettons, aller une excursion en bateau, un truc comme ça, là, ce genre d'activité-là. Si vous êtes du genre un peu comme nous, là, à vouloir expérimenter des affaires hors de l'ordinaire, puis vraiment découvrir la région que vous visitez en faisant des excursions comme ça. Au Mexique, on va payer autour de 10 à 30 dollars pour des activités comme ça, tandis qu'aux États-Unis, on va être plus autour de 50 à 100 dollars. Fait une grosse, grosse différence au niveau des activités. Ça coûte pas très cher, surtout si on est dans des secteurs où il y a moins de tourisme, parce que là, aussitôt qu'on arrive vers des régions très, très touristiques comme Puerto Vallarta ou des villes où il y a beaucoup, beaucoup de snowbirds qui descendent, là, à ce moment-là, ça va faire augmenter un peu le coût de la vie et des activités. Mais sinon, toutes les autres activités dans toutes les autres villes qu'on a faites, on a fait des activités incroyables à genre 10 dollars ou des fois gratuites. Il y avait, tu sais, dans les premières journées qu'on est arrivé, on est allé patiner dans une ville où il y avait une patinoire extérieure, même s'il fait super, super chaud
beau jour, ils ont une patinoire extérieure. On arrive là pour payer, puis c'était gratuit. C'était le genre d'activité que les autres ils fournissent, puis ça coûtait rien du tout. Même pas, il y avait même pas de place pour leur donner de l'argent, là. C'était vraiment 100% gratuit. Euh, le magasinage, là, il y a une grosse différence. Si vous voulez si vous êtes des magasineux là, ou des magasineuses, vous aimez ça aller magasiner, fouiner dans les magasins, vous achetez du linge, des souliers, des trucs électroniques, ça coûte très cher au Mexique par rapport aux États-Unis. Toutes les trucs, faut se dire qu'au Mexique, les trucs que les Mexicains ne se payent pas, exemple du gros linge de marque, à moins, je parle des Mexicains en général, c'est clair qu'il y a certains coins de pays, comme exemple, on était à Guadalajara dans les dernières semaines, puis il y avait un gros centre d'achat, puis c'est des Mexicains très riches là, qui allaient là, puis c'était, même nous, moi, Val et moi, qu'on est habitués, tu sais, moi j'étais dû pour me changer de souliers, je voulais m'acheter des espadrilles Nike, puis pour les mêmes espadrilles Nike que j'aurais acheté aux États-Unis, mettons à 60-70 $ US, ici, ça m'aurait coûté à peu près 200-250 $ canadiens, mettons, pour faire la différence, là. Fait que c'est vraiment beaucoup plus cher pour tout ce qui est des produits américanisés au Mexique. Si vous voulez vous acheter une caméra, un ordinateur, des trucs électroniques, quasiment le double du prix. C'est vraiment très très cher. Fait que côté magasinage, si vous avez des trucs à vous acheter, vous les achetez avant de passer les douanes puis de vous rendre au Mexique. Puis sinon, ben, une fois au Mexique, on dépense plus parce que ça revient ben trop cher. Nous autres, moi, j'étais dû pour des souliers, mais je vais en acheter juste à mon retour aux États-Unis, je pense. Coût des campings maintenant. Coût des campings, ça c'est clair que c'est un autre gros avantage pour le Mexique. Ça coûte beaucoup moins cher. Je pense que le camping qu'on a été le plus cher à date, il était 35 pièces canadiens par nuit. Ça c'était le plus dispendieux. C'était lui qu'on était proche de Guadalajara. Non. Euh, Quand on était proche de Guanajuato, c'était le plus cher qu'on a payé à 35 $ canadiens. Sinon, tous les autres campings on était plus autour de 10 à 20 $ par nuit canadien. Puis même la plupart du temps, on a campé en boondocking dans les premières semaines, fait que ça coûtait vraiment pas cher. Fait que coût des campings comparé à la Floride, où là, ça peut devenir très dispendieux. C'est sûr qu'on a trouvé certaines twists quand on a fait la Floride pour essayer de sauver un peu sur ce budget-là au niveau du coût des campings, mais reste que ça coûte beaucoup plus cher là, en camping qu'au Mexique. Fait qu'on récupère un petit peu là, au niveau de la bouffe, du magasinage, ben en fait pas du magasinage, mais de la bouffe, les activités, les campings, on récupère un peu le surplus qu'on a payé pour le coût d'importation de véhicules, les pétrole qui sont plus chers, le gaz qui est plus cher. Ça vient comme se balancer en bout de ligne quand on prend le temps de regarder ça. Fait qu'au niveau du budget, je vous dirais que la raison de se dire ça coûte moins cher d'aller au Mexique par rapport à la Floride, je pense pas que c'est un bon argument. Oui, il y a moyen que ça vous coûte moins cher de le faire si vous êtes toujours en boondocking, si vous mangez de la bouffe plus style mexicaine, si vous mangez presque juste des fruits et légumes et de la viande de base, il y a moyen d'être très économe au Mexique et que ça coûte pas trop cher. Mais le fait que c'est plus loin, l'essence qui est plus chère, les pétrole qui sont plus chers, le prix des assurances, c'est clair que ça va venir balancer tout ça, puis on arrive presque aux mêmes dépenses à peu près que la Floride. Si on regarde au niveau des campings, parce que là, je vais parler un petit peu des coûts, mais là, je change un peu de sujet, je m'en vais plus dans au niveau des prix, mais plus au niveau de l'accessibilité, de la qualité des installations. C'est clair que la Floride a un gros avantage. La Floride est très, très RV-friendly, c'est mieux adapté, les routes sont larges, c'est simple de trouver des campings. Ben, en fait, il y a beaucoup de campings. C'est simple de les trouver sur une carte, mais de trouver un emplacement où il y a de la place, ça, c'est une autre chose. En Floride, c'est pas mal plus compliqué. Au Mexique, il y a beaucoup moins de campings. Le problème, c'est justement ça, c'est de trouver où ils sont. Mais une fois qu'on trouve où ils sont, à date, ça nous est jamais arrivé d'être débarqué à quelque part. Pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas réservé nulle part à date dans toutes nos aventures. On n'a jamais réservé nos emplacements. Puis, on a toujours eu de la place. Puis, la plupart du temps, on était presque seul dans les campings où on a été, fait que c'est pas un problème, ça se fait très bien à la dernière minute sans réservation, à moins que vous vous rendez dans des endroits très touristiques, ou si vous voulez, exemple, comme là ici, on est au Québec RV Park à Melaké, ben, si vous voulez venir à Melaké puis passer 3 mois au même camping, ben là, c'est sûr que je vous recommande de réserver parce que ça veut pas dire que parce que moi, la semaine que je suis venu, il y avait pas beaucoup de monde, qu'il y aura personne dans tout l'hiver, là. Ça se peut qu'il y ait certaines semaines, des fois, il y a des groupes qui arrivent avec 20 VR en même temps puis qui remplissent le camping. Fait que ça peut valoir la peine de réserver si vous voulez passer un long moment au même endroit.
Mais si vous êtes comme nous, puis vous aimez le faire à mesure, puis vous êtes flexible, puis que ça ne vous dérange pas, quitte à s'il n'y a pas de place à un camping, de changer de place ou de changer de ville, ou tout simplement de passer tout droit s'il n'y a pas de place, puis revenir une autre fois, ben c'est clair que ça va être plus simple à planifier. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus complexe à planifier pour la Floride au niveau des réservations de camping que de le faire au Mexique. Euh, Au niveau de la qualité des installations, honnêtement, j'ai pas trouvé que le Mexique avait rien à envier aux États-Unis. Peut-être juste au niveau de l'électricité. Ouais, ben oui, il y a certaines choses dans le fond. L'électricité, ça nous est arrivé souvent de trouver des campings où ils offraient l'électricité, mais pas de 30 ampères, pas de 50 ampères, juste une prise de 110 de courant normal. Fait que c'est suffisant pour recharger les batteries puis des petits appareils de base, mais parfois, ça se peut que l'air climatisé, si vous avez deux airs climatisés, exemple, ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas faire fonctionner air climatisé, chauffe-eau, frigo, tout ça en même temps, c'est la même prise, oubliez ça. Fait qu'il y a peut-être ce désavantage-là au niveau de l'électrique. Au niveau de l'eau aussi, c'est clair que si vous ne le savez pas, au Mexique, la qualité de l'eau n'est pas suffisante, elle est pas potable. On ne peut pas boire l'eau dans la plupart des campings parce qu'ils n'ont pas de système de filtration comme on a. Donc, nous, on a installé dans la roulotte notre filtre à eau. Fait que nous, on produit notre propre eau potable à partir de l'eau des campings. Mais ça nous est arrivé souvent d'aller dans des campings où la pression de l'eau était vraiment pas constante. Donc, nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre réservoir puis on va fonctionner avec la pompe pour avoir un débit d'eau constant. Par contre, là, ici, je ne sais pas si à Puerto Vallarta, ça va être la même chose, mais ici, au Kenex RV Park, rien à dire au niveau des installations électriques, au niveau de l'installation de l'eau aussi. Donc là, ici, on a du 30 ampères, on pourrait même avoir du 50 ampères. On a même aussi un très bon débit d'eau, très, très confortable. Fait que ici, honnêtement, c'est le luxe, là, mais la plupart des autres campings qu'on a fait au Mexique à date, il faut s'attendre à ce que je cherche le mot en français pour les amenities, les services du moins, ne sont pas toujours parfaits. Par contre, c'est toujours beau, les campings, toujours propres. On n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Changement de sujet maintenant au niveau du réseau cellulaire. Ça, c'était une des grosses inquiétudes. Nous autres, on travaille sur la route, fait qu'on a clairement besoin d'avoir du réseau cellulaire partout où on va pour pouvoir continuer à travailler. La première semaine, ça m'a beaucoup inquiété, puis ça s'est rétabli après ça avec le temps. En fait, les deux premières semaines, parce que les deux premières semaines, on a commencé dans des régions très, très éloignées, plus en campagne. Vous avez pu le voir par les routes qu'on a prises pour aller à certaines destinations. On était souvent à des endroits où il n'y avait pas de réseau, pas de signal cellulaire. J'avais commencé à m'inquiéter un peu à savoir si on allait finir par en avoir puis que on allait être en mesure de poursuivre nos activités puis de travailler. Puis finalement, vraiment, une fois qu'on a quitté ce coin-là où on était plus à la campagne, qu'on s'est rendu plus près des grandes villes, honnêtement, le réseau cellulaire est super bon au Mexique. J'ai même eu des endroits avec des vitesses records. Là, quand on était à San Miguel de Allende, à Guanajuato, on pouvait faire des uploads de vidéos en quelques minutes, alors que des fois, ça nous prend des heures à certains endroits. Puis, contrairement à la Floride, en Floride, il y a du réseau cellulaire partout, mais souvent, il y a tellement de monde, quand on est dans un gros camping, exemple, il y a tellement de monde sur les mêmes antennes qu'aux heures où il y a des grandes utilisations, là, le matin puis le soir, l'Internet ralentissait tellement qu'il était presque inutilisable. Fait qu'au Mexique, on n'a pas vécu ça. Fait que je vous dirais que si vous travaillez sur la route puis vous voulez visiter le Mexique, à moins de vous rendre vraiment en campagne, dans des régions très, très éloignées, vous n'aurez pas de problème du tout là, au niveau du réseau cellulaire. Puis le coût de l'Internet, nous, en fait, on a continué sur notre contrat qu'on avait avec AT&T aux États-Unis, un contrat illimité. Ça nous coûte 100 US par mois. Si ça vous intéresse de savoir c'est quoi le forfait, écrivez-moi là dans les commentaires. Je vous donnerai le contact, là, en fait, parce que ce n'est pas un forfait qui est disponible avec AT&T directement. Il faut passer par un revendeur de contrat avec lequel je fais affaire, moi, depuis 4 ans, puis j'ai toujours un très bon service. Fait que si ça vous tente d'avoir son contact, écrivez-moi dans les commentaires. Je vous mettrai son lien. Puis donc, mon forfait des États-Unis fonctionne encore au Mexique illimité. Fait que on se fournit bien avec ça à date, puis ça va super bien. La langue, ça c'est clair que ça c'est une grosse différence entre la Floride et les et le Mexique. La Floride, veut pas, ça parle en anglais. Il y a même certains endroits dans les coins de Hollywood, Allendale, dans ces coins-là, Fort Lauderdale, il y a tellement de Québécois il y a un petit peu de français un peu partout. Mais sinon, avec l'anglais, on se débrouille bien. Tandis qu'au Mexique, honnêtement, on dirait, moi j'avais cette croyance-là parce que la plupart des endroits où j'ai voyagé, on pouvait toujours se débrouiller avec l'anglais, même si c'est des endroits où ça parlait pas nécessairement anglais. Mais au Mexique, vous allez être surpris de savoir à quel point
ça parle juste espagnol, presque pas anglais, presque pas français, même à des endroits qu'on se dirait, voyons, je peux pas croire que ça parle pas en anglais ici, genre direct sur le bord des douanes ou dans des grosses villes touristiques, mais non, c'est vraiment c'est juste en espagnol. Fait que c'est clair que si vous avez aucun désir d'apprendre quelques mots, que ce soit en espagnol, si vous avez pas le goût d'apprendre une nouvelle langue, ça risque d'être un petit peu plus complexe pour vous. Je vous dis pas que ça va être impossible, mais peut-être vous allez devoir le faire en caravane avec quelqu'un qui organise tout pour vous. Euh, Parce que c'est ça, vous allez avoir besoin de votre espagnol. Nous autres, Val et moi, on est loin d'être trilingues. On parle très bien français et anglais, mais espagnol, pas du tout. On parlait zéro d'espagnol avant les 3 dernières années. On a fait un 3 mois au Mexique dans notre premier voyage qui nous a déjà aidé à avoir une petite base en espagnol. On a pris, Val, elle a acheté un livre d'espagnol qu'elle travaille, elle fait ses petits devoirs là-dedans. On a écouté des enregistrements audio, là, des cours en audio. On a fait des applications sur nos téléphones pour s'améliorer. Fait qu'on a vraiment ce désir-là. Puis quand on va à des endroits, même quand ils parlent en anglais, on essaie de se forcer à pratiquer notre espagnol tout le temps. Fait que notre espagnol commence à s'améliorer. Maintenant, je vous dirais que là, on est même plus inquiet de se débrouiller pour pas mal tout ce qui peut nous arriver là, en tant que voyageur. Là où on a des lacunes, c'est si on veut avoir des discussions en espagnol plus élaborées, il nous manque de vocabulaire. Souvent, on est capable de comprendre un peu mieux que ce qu'on est capable de s'exprimer, mais c'est clairement une question de pratique, là. Mais c'est clair que si vous venez au Mexique, la langue, vous n'aurez pas le choix d'en apprendre un peu parce que ça parle pas beaucoup en anglais, fait que ça, c'est nécessaire. La sécurité. La sécurité, ça, c'est la grosse inquiétude que tout le monde a à propos du Mexique. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Moi, dans ma vie, il m'est arrivé quelques expériences où on s'est senti moins en sécurité, dont une fois qui nous est arrivé au Texas, juste avant de passer les douanes, où il y a eu une poursuite policière qui s'est terminée juste en avant de notre camping, en fait dans notre camping, mais devant notre emplacement. Fait que ça, c'est une des fois qu'on s'est senti un peu non en sécurité. Puis l'autre fois, c'est quand dans un de nos premiers voyages en Floride, et j'étais en train de mettre du gaz, puis il y a un gars qui est vraiment sauté les plombs pour aucune raison. Il est venu se battre avec moi, puis finalement, le commis du dépanneur lui a dit qu'il allait appeler la police, puis il s'est sauvé finalement. Puis ça, c'est les deux moments dans ma vie où je me suis senti pas en sécurité. Puis étonnamment, c'est deux fois que c'est arrivé aux États-Unis. Une fois en Floride, une fois au Texas. Puis depuis qu'on est au Mexique, c'est le contraire. Ça m'est jamais arrivé de me sentir pas en sécurité. Même au contraire, à chaque fois que je pensais que j'étais pas en sécurité, en réalité, je l'étais encore plus. C'est arrivé une fois qu'il y a une police qu'on croyait qui rôdait autour de nous pour nous arrêter, puis on a comme cette pensée-là parce qu'il y a tellement de monde qui parle que la police est corrompue, etc. Puis finalement, en réalité, la police était juste là pour nous aider. Nous, on se faisait des sandwichs sur le bord de la route, puis ils pensaient juste qu'on était peut-être en panne, qu'on avait besoin d'aide, puis finalement, ils étaient rien que là pour nous aider, fait qu'on a eu une mauvaise perception. Mais sinon, tout le reste de notre voyage en Floride, au Mexique, jamais qu'on s'est senti pas en sécurité. Là où on ne s'est pas senti en sécurité, c'est sur la route, par exemple. Au Mexique, c'est un petit peu plus stressant sur la route, même je dis un petit peu, je pèse mes mots, mais c'est beaucoup plus stressant sur la route. En Floride, oui, il y a du trafic à certains endroits, mais les routes sont larges, les routes sont quand même relativement belles. On ne se sent pas stressé sur la route. Au Mexique, si on prend un mauvais chemin, ça se peut qu'on se ramasse dans des routes très accidentées, comme ça nous est arrivé dans une autre vidéo que vous vous rappelez sûrement. Sinon, même quand on est sur la route normale puis que la route est belle, parce que si vous prenez juste les autoroutes payantes, la route est très belle, très facile. Nous, c'est vraiment, honnêtement, on s'est mis nous-mêmes dans le trouble en se rendant dans un secteur où c'était plus compliqué, mais si vous regardez les autoroutes payantes, la qualité de la route est très belle, les routes sont assez larges, mais c'est si vous devez faire une sortie pour quelconque raison que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Mais aussi sur la route, les Mexicains, ils ont un style de conduite complètement différent du nôtre. Euh, Honnêtement, c'est juste plus stressant, surtout quand on a la roulotte. Quand on a juste le camion, c'est pas stressant, mais avec la roulotte, on est toujours un petit peu plus inquiet, veut pas, on a notre roulotte en arrière, on n'est pas aussi agile si on veut freiner rapidement d'urgence ou quoi que ce soit. C'est toujours un petit peu plus stressant. Fait que qualité des routes, c'est clair que ce point-là va au niveau de la Floride. Il me reste 2 points. La météo.
là, ça donne mal parce qu'aujourd'hui, je vous parle en direct d'une journée où il pleut. C'est la première journée où il pleut depuis qu'on est au Mexique. Il y a eu quelques petites averses la nuit, mais le jour, on a eu que du soleil et quelques journées de nuages. Mais au niveau de la qualité de la météo puis de la température, c'est clair que le Mexique l'emporte haut la main. Vous nous avez peut-être vu dans les premières semaines au Mexique avoir toujours des cotons wattés puis des gros gilets, mais faut garder en tête qu'on était très haut en altitude dans les montagnes. Donc, il fait beaucoup plus froid quand on est dans les montagnes et en altitude. Mais aussitôt qu'on se dirige proche de la côte, il fait très chaud là, ici. Tous les jours, il fait entre 26 et 30 degrés. Fait que si vous faites la côte ouest, puis si vous allez de l'autre côté, côté est aussi, côté du Yucatan, vous allez avoir de la météo très, très clémente, très agréable. Puis une météo qui est plus agréable qu'en Floride, honnêtement, pour avoir vécu les deux. La Floride, on doit souvent surveiller la météo, puis regarder, voir est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid. Tandis qu'au Mexique, on dirait qu'on ne se pose même pas la question de regarder est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il va faire beau la semaine prochaine. Il fait comme toujours beau. Fait que ça, c'est clair qu'au niveau de la météo. Et mon dernier point, les moustiques. Les moustiques, c'est pas répandu partout en Floride, mais il y a beaucoup de coins. La Floride, c'est un endroit qui est très marécageux. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des moustiques, les fameux no-see-hum, les petites mouches minuscules que même si on garde une fenêtre ouverte, ils vont s'infiltrer dans les screens, puis ils vont rentrer pareil dans notre roulotte, puis ils vont venir nous piquer partout. Les no-see-ums, ça c'est un fléau en Floride, surtout si vous vous dirigez vers le sud, là, vers exemple les Everglades, puis dans ce coin-là, c'est vraiment très dur à survivre dans ce coin-là. Au Mexique, on n'en a pas eu de moustiques ou de mouches. Il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a d'autres sortes d'insectes, mais au niveau des moustiques, se faire piquer, c'est pas un problème. On peut rester dehors tout le temps. On est toujours en short, même le soir. Fait que les moustiques, c'est pas un problème au Mexique, tandis qu'en Floride, c'est un petit peu plus un problème. Pas dans toutes les régions, mais dans certaines régions. Fait que ça fait le tour pas mal pour mes sujets. S'il y a des sujets que j'ai pas couverts, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de voir s'il y a des choses que j'ai oubliées, si vous avez des questions qui vous viennent avec ça. Puis je vous rappelle la promo là, que je vous fais pour le guide de la Floride. Fait que si vous prévoyez un voyage en Floride, soit prochainement ou soit l'hiver prochain, c'est le temps ou jamais parce que là, je vous fais un gros 50% de rabais. J'ai jamais fait ça là, de rabais à date sur nos guides aussi gros que 50%. Puis honnêtement, je pense pas que je vais en refaire éventuellement. C'est un essai que je fais cette semaine. Fait que je vais profiter de mon essai si ça vous tente. Je vous mets les liens dans les commentaires puis dans la description de la vidéo. Fait que ça fait le tour. Fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.